B2B avec Business de Net Plus. Téléphonie fixe, mobile et Internet pour les professionnels. La proximité d'un réseau local. business.netplus.ch. Bonjour Alexandre Pochard. Bonjour Monsieur Léor. Bienvenue dans B2B. Vous dirigez le Centre suisse d'électronique et de microtechnique, le CSEM, installé dans le canton de Neuchâtel. Vous êtes à sa tête depuis 5 ans. Le CSEM, c'est un des fleurons suisses de la recherche appliquée à l'horlogerie. Ça, c'est son domaine historique, mais aussi à une série d'autres domaines, le médical notamment. Avec vous, on va faire le bilan de votre premier quinquennat, on peut l'appeler comme ça peut-être, et parler aussi de transformation en lien avec l'intelligence artificielle. Mais avant, on va faire un peu plus connaissance, tous les deux, avec nos téléspectateurs. C'est la partie portrait. Alexandre Pochard, vous avez travaillé pour une série de belles entreprises. Il y a Bobst, par exemple, ID Quantique, et vous dirigez donc le CSM depuis 5 ans. Mais je me demandais, en préparant l'émission, si vous n'auriez pas pu faire une carrière académique. Après tout, vous avez un doctorat de l'EPFL, vous avez passé 1 an, même si c'est à temps partiel, je crois, comme chercheur à l'Université de Californie. Est-ce que c'est quelque chose que vous avez sérieusement envisagé un jour, la carrière académique ? Pas vraiment, non, parce que mon cœur est assez vite orienté du côté de l'industrie. J'aime vraiment cette capacité qu'ont les entreprises à créer des produits, à les mener sur le marché et puis à avoir l'effet de ce qu'on a pu développer. Pourquoi un doctorat quand même ? Ça, c'est un bel effort intellectuel. Hein. Oui, mais c'était aussi pour développer des compétences, c'était aussi pour se prendre quelques années pour approfondir un sujet, mais jamais dans l'optique de devenir professeur. L'expérience californienne, c'était 4 ans sur place, je crois. Vous avez aussi travaillé pour une start-up, Nova Crystals. Elle existe toujours ? Non, elle a été rejetée plus tard. Est-ce que ça vous sert encore aujourd'hui d'avoir eu cette expérience américaine ? Oui, beaucoup, je crois, parce que j'ai pu là-bas sentir une capacité une énergie assez incroyable. Il y a sur place surtout cette densité d'entreprises qui fait que l'écosystème de la Silicon Valley est assez unique, avec une perméabilité très forte entre les entreprises, les collaborateurs qui passent d'une entreprise à l'autre, qui essaiment leurs idées et leurs pratiques, et donc leur capacité à avancer, à être toujours positif malgré les vents contraires, m'a vraiment impressionné. Et puis j'essaie de garder un petit peu cette attitude positive et de ne pas sombrer dans le négativisme quand des problèmes arrivent. Quel contact avez-vous encore là-bas, ou peut-être allez-vous régulièrement encore Alors, sur place ? quelques amis qui sont toujours sur place, mais sinon, évidemment, ça fait plus de 20 ans que j'ai quitté la Silicon Valley. Ce microcosme, vous y sentiez à l'aise d'être un Suisse sur place ? On était accepté comment ? C'était absolument aucun problème. Je pense que 80% de mes collègues dans l'entreprise étaient étrangers, la plupart asiatiques. Donc personne ne s'inquiétait de savoir d'où vous veniez, de ce que vous aviez fait. L'important, c'était qu'est-ce que vous pouvez délivrer dans l'entreprise. Et très vite, on m'a aussi confié des responsabilités que je n'aurais probablement pas eues dans des plus grosses entreprises. Et pourquoi la Californie ? Comment est-ce que vous avez fait le lien entre... Vous avez aussi été diplômé de l'ETH à Zurich, ensuite le PFL. Et pourquoi la Californie ? Alors, c'était une volonté de ma part de partir à l'étranger pour les US. Et puis, dans une conférence, j'ai eu le choix entre une offre pour la côte Est, dans un laboratoire... non, c'était Sarnoff, le laboratoire. Je ne me souviens plus exactement où c'était situé. Et puis, l'autre option, c'était plutôt la start-up Silicon Valley. Et puis, j'ai posé la question à mon épouse, tiens, entre les deux, qu'est-ce que tu préfères ? Et puis, les deux, on s'est très vite convaincus que le soleil californien et puis la start-up était une aventure à tenter à ce moment-là. C'était une autre époque, c'était avant Donald Trump. Aujourd'hui, si vous étiez à nouveau jeune diplômé de l'EPFL, vous diriez, les États-Unis, je dois vraiment y aller ? Je pense que je vais partir en Asie. D'accord. Aujourd'hui. Ouais. Où en Asie ? Shanghai ou le Japon. Ouais. Même le Japon ? Plutôt Shanghai, je pense. La Chine m'impressionne quand même dans sa capacité technologique. Et je pense que j'irai plutôt là-bas maintenant. Pas que pour des raisons politiques en lien avec l'administration Trump ? Non, aucune. On en parlera peut-être plus tard. Vous êtes revenu en Suisse. De ce que j'ai lu, j'ai cru comprendre que c'était surtout pour des raisons privées, finalement, de famille ? Oui, on a eu notre première fille sur place. Et puis, le réseau d'amis et de famille, surtout, était un peu manquant sur place. Et donc, on a décidé de rentrer.
Et c'était facile de se réhabituer, de se réacclimater, pourrais-je dire, à la Suisse. Très facile, d'autant plus qu'avec Idée Quantique, c'était une autre start-up dans un mode assez similaire à ce que j'avais pu vivre dans la Silicon Valley. Et puis là, avec Grégory Bordy, le cofondateur de l'entreprise, eh bien, la sauce a pris très vite et puis on a très bien collaboré. Tout autre domaine, Idée Quantique, c'est de là, en quelques mots, c'est des appareils de cryptographie, des détecteurs de photons et des générateurs de nombres aléatoires. Et en Californie, vous étiez aussi dans Là, c'était plutôt des capteurs pour les télécoms, datacom. Et on passe de l'un à l'autre facilement? Dans les deux cas, c'était de l'optique, c'était basé sur des principes physiques, donc oui, relativement facile de changer. Il y a différentes applications. Sur votre profil LinkedIn, il y a une grande liste de brevets. Vous avez déposé vous-même des brevets. Est-ce qu'un jour, il y a aussi eu cette tentation de monétiser ces brevets, d'en faire une entreprise, de créer votre entreprise vous-même? Est-ce que ça vous a traversé l'esprit? Alors, l'idée de départ, quand je suis parti avec mon épouse à Silicon Valley, c'était à terme de créer ma start-up. C'était un petit rêve que j'avais. Ouais. Et puis, en fait, au contact de ces entrepreneurs, que ce soit en Silicon Valley ou d'autres ici en Suisse, j'ai plutôt réalisé que ce n'était pas forcément pour moi non plus. Pourquoi? Prise de risque maximale, des conditions qui peuvent être très, très dures. Et je ne suis pas sûr que ça corresponde exactement à mon caractère. Donc, j'ai vécu ce monde-là, mais à terme, pas vraiment voulu répliquer l'aventure pour moi-même. Est-ce que c'est une culture du risque particulière qu'on n'a pas en Suisse qui vous conduit à faire ce genre de raisonnement Je ne mettrai pas sur le sujet de la Suisse, c'était plutôt personnellement. Quand il s'agit de tout risquer, de mettre tous ses œufs dans un même panier au niveau financier et autres, il fallait là prendre beaucoup de risques. Et puis, ça ne s'est pas fait. Donc, j'ai préféré rester dans ce domaine-là, mais proche d'entreprises type start-up, et travailler proche de ces Parce que quand vous revenez, Idée Quantique, c'est quand même une toute jeune entreprise. Il y avait aussi une prise de risque de votre part. Est-ce que l'entreprise allait durer, pas durer? C'est difficile à... On était 6 de mémoire, mais ensuite, elle s'est très, très bien développée et puis on connaît la suite. Parce qu'après, vous passez au contraire dans une entreprise très établie, c'est Bob, c'est une entreprise familiale. Là, on change d'univers. Complètement, et c'est aussi ce qui m'a intéressé, c'est de tester différents types d'entreprises. Des startups, il y a eu entre deux Sinova, qui est une PME, grosse PME, et puis Bobs, qui est une société internationale avec des sites de production, de recherche partout dans le monde. Et de voir ces différents modes de fonctionnement était pour moi vraiment très, très intéressant. Vous êtes en fonction depuis janvier 2021, je le disais tout à l'heure. Je ne pense pas qu'il y ait un mandat à durée déterminée, mais ça fait tout de même 5 ans. Est-ce que, pour vous, le moment de changer approche? Est-ce que vous vous dites il faudrait que je prépare déjà le prochain défi? Je ne suis pas du tout dans ce mode-là. Les défis sont nombreux dans la position actuelle. On a un bâtiment en construction, on a plein d'autres chantiers en route. Et j'ai vraiment à cœur de les voir aboutir et de voir le fruit de ces investissements et de ce travail. Donc non, ce n'est clairement pas le moment pour moi. On détaillera dans un instant le CSM, qui est une grande machine, plus de 6 employés par exemple. Mais quand même de retourner, comme chez Idée Quantique, à 6, une toute petite équipe, ça vous dirait? Mais en fait, j'ai la chance dans le poste actuel de pouvoir collaborer étroitement avec nos entrepreneurs qui lancent leur start-up. Donc j'ai cette proximité avec nos start-up. On peut collaborer avec des PME, on collabore avec des grosses entreprises. Donc j'ai un petit peu la chance de pouvoir toucher à ces différents domaines, sans y être vraiment, mais d'être en étroite relation avec différents types d'entreprises. Et pour moi, c'est un rêve. Un rêve, voilà. On va voir concrètement le rêve, à quoi il ressemble dans la partie entreprise. Commençons par rappeler ce que c'est que le CSEM. C'est une institution mixte. Il y a des actionnaires privés de grands groupes horlogers, Swatch, Rolex, Richemont, mais aussi des collectivités et d'autres, et collectivités publiques, le canton, la ville de Neuchâtel. Il y en a encore. C'est un grand budget. 2024, c'est le dernier chiffre public, on va dire. Le rapport 2025 n'est pas encore sorti. C'était 115 millions de francs de budget, 630 personnes. On peut dire salariés du CSEM. 2025, c'est un peu plus. Ces deux chiffres ont grandi. Un poil meilleur, quelques pourcentages de plus. Ouais. Je le disais en introduction, le CSM, c'est de la recherche
appliqué et pas théorique. Hein. C'est juste ça, c'est un point très différenciant de l'EPFL, par exemple. 3 domaines. Il y a la microfabrication de précision. Ça, c'est vraiment le volet historique. Mais ça ne sert pas que dans l'horlogerie. Ça sert dans les sciences de la vie ou la photonique, par exemple. 2e domaine, c'est le digital, l'Internet des objets. 3e domaine, l'énergie durable. Ces 3 domaines, c'est... En fait, je vous cite, c'était dans une interview de l'AGFI en 2022, c'était les grands axes. Est-ce qu'aujourd'hui, 4 ans plus tard, c'est toujours les mêmes priorités? Absolument. Et plus on avance, plus on se rend compte que ces 3 domaines font du sens. Parce que des puces électroniques qu'on peut développer dans une activité se retrouvent dans des batteries. Donc la gestion des batteries nécessite aussi de l'électronique. Et ces différents domaines sont très imbriqués. Et on arrive de plus en plus, et c'est ce qui me réjouit, à utiliser des compétences que nous avons développées dans un site ou dans une partie du CSEM ailleurs dans l'entreprise, au service toujours de nos clients. Qui prend le plus de risques au CSEM pour développer ces activités? Vous recevez de l'argent public, des subsides pour innover, mais les entreprises aussi mettent des fonds. On avance vraiment avec 2 piliers principaux. Le premier, celui que vous avez mentionné, de la recherche appliquée, qui est financé par des fonds publics. C'est environ 40% de notre budget. 30% la Confédération, 10% les 10 cantons qui nous soutiennent. Et avec ça, on développe des technologies dans la durée. Parfois, ça prend 5 à 10 ans. Et une fois que ces technologies sont matures, on les transfère à l'industrie au travers des partenaires que nous trouvons. Et puis, c'est eux qui vont payer nos heures pour adapter la technologie dans leur cadre, dans leurs besoins spécifiques. Et donc, le risque, il est partagé entre, d'un côté, le développement technologique payé par la Confédération, de l'autre, le transfert qui est, lui, financé directement par nos clients. Alors, qui est propriétaire de vos découvertes? Alors, ça dépend aussi. Si la technologie a été développée sur des fonds publics, basée sur du travail passé, c'est ce qu'on appelle le background IP, eh bien ça appartient au CSEM. Et on donne évidemment des licences contre rémunération à nos clients sur des domaines bien précis. Rien gratuitement? Non. Et parce que ça vient de fonds publics qui sont nos impôts. Donc, ça se justifie totalement. Et le deuxième pilier, celui du transfert technologique, quand on est financé par un partenaire et qu'on a là des brevets à déposer, eh bien, soit c'est le partenaire qui les dépose, soit c'est nous-mêmes qui les déposons, mais aussi donnons accès sous des conditions qui se négocient à notre partenaire. Un dernier point sur le financement, vous ne l'avez pas évoqué, mais il y a des projets aussi européens. Oui, qui représentent environ 20% de notre budget. Donc ça, c'est considérable. Et ça, c'est des projets qui sont aussi de l'argent des contribuables européens ou d'entreprises européennes? Alors, ça fait partie du financement suisse dans la collaboration avec l'Union européenne, ce programme Horizon Europe, dont on a beaucoup parlé les années passées, parce qu'on était retourné. Maintenant, on est de nouveau pleinement intégré, à part quelques petites exceptions. Et cela nous permet, nous, de nous frotter aux meilleures entreprises et puis centres de recherche européens. Nous avons de très, très nombreuses collaborations avec de nombreux centres qui nous permettent aussi de tester de nouvelles idées, de se frotter à d'autres manières de travailler et à essayer des chemins qui sont peut-être un peu plus risqués. On va prendre un exemple concret. En novembre, vous avez annoncé un programme qui vise à transformer certaines innovations qu'on appelle Deep Tech en solutions commerciales. Qu'est-ce que c'est que Deep Tech? Alors, on entend sous Deep Tech des technologies qui prennent beaucoup de temps et d'investissement pour aboutir. Là où il vous faut peut-être 6 mois, 1 année pour faire une solution software, eh bien, dans le domaine de la photonique, il vous faudra parfois 3, 4, 5 ans pour y arriver. Donc, c'est des technologies plus difficiles, mais où le seuil d'entrée est plus élevé. Et donc, la compétition est aussi un peu plus faible. Ouais. Ce sont toutes des sociétés en Suisse qui développent ce genre de technologie? Dans le cadre de ce que vous annoncez, ce sont 4 startups que nous lançons dans le cadre du programme interne que nous avons de soutien aux startups. Et quand vous dites que vous les lancez, c'est très varié comme secteur. Il y en a une, c'est dans la santé, où on change la manière de prendre des piqûres pour les prises de sang. Une autre, c'est les technologies auditives qui est là. Une autre encore, c'est pour analyser les substances avec une simple photo. Comment est-ce que vous avez décidé de les soutenir et à quelle hauteur le CSEM les soutient? Alors, on a vraiment 2 programmes distincts. Le premier est pour soutenir nos propres ingénieurs qui désirent lancer une start-up. Et pour cela, on les soutient avec du financement pour, par exemple, parfaire leur business plan, donc des moyens externes en plus de leur salaire. Et puis un deuxième pilier qui est celui où on prend des spécialistes de l'extérieur
qui viennent avec une idée qu'ils ont soumise sur papier, qu'on va revoir, challenger, avec un business plan qui est déjà prêt. Et puis, ces personnes viennent chez nous, on les paye jusqu'à 2 ans maximum, pour autant qu'elles aient besoin d'une des briques technologiques que nous avons en interne. Et puis, nous les aidons à développer ce produit, en fait. Et après 2 ans maximum, ils doivent quitter le CSEM et puis voler de leurs propres ailes. C'est donc un travail d'incubateur, mais en amenant vraiment de la substance technologique dans leur projet. Ils doivent, ça veut dire qu'on peut les mettre dehors? C'est vraiment une contrainte? C'est un contrat à durée déterminée. Et puis on le fait pour 1 année, renouvelable une deuxième fois pour maximum 2 ans. Est-ce qu'on peut citer une entreprise qui a particulièrement réussi au sein du CSEM récemment? Alors, si on prend Actia, puisque je l'ai au bracelet, c'est un exemple facile et facilement explicable. C'est un petit appareil qui permet de mesurer la pression artérielle en continu, jour et nuit, qui a le même niveau de certification médicale qu'une manchette, Un tensiomètre. Et donc qui a beaucoup de succès maintenant. Le produit se vend très très bien. Et ce sont des anciens collègues du CSEM qui ont créé l'entreprise. Et aujourd'hui, ils sont environ 70 personnes pour développer le produit et le vendre. Le CSEM est toujours un peu propriétaire Nous prenons dans les startups que nous soutenons, nous prenons un pourcentage, généralement entre 10 et 20% maximum. Et puis, oui, nous sommes toujours propriétaires d'une partie. Donc, il y a des rentrées financières qui peuvent venir de ce genre d'entreprise? Les startups ont besoin de soutien dans la durée. Donc, non, il n'y a pas de rentrée directe qui se font au travers. Si rentrée il y a, c'est au niveau de projets. Et puis, ce sont donc des projets que nous lançons avec elles, comme nous pouvons le faire avec d'autres clients. On parle beaucoup de technologie, on évoqué le thème Deep Tech, mais on n'a pas encore prononcé le mot d'intelligence artificielle. C'est presque surprenant. Est-ce que le CSEM est à la page? Où se trouve l'IA dans votre travail? En fait, c'est un domaine qui était déjà développé il y a longtemps, il y a 20 ans. Pour prendre un exemple concret, une solution, donc une puce à basse consommation basée sur des algorithmes de machine learning a déjà été développée en 1997 au CSEM dans un lecteur pour lire les codes que nous avions dans les bulletins de versement de la Poste. Tous les chiffres. Exact. Et donc, on pouvait lire comme ça rapidement le bulletin de versement sans devoir rentrer les chiffres. Donc ça, c'était déjà il y a plus de 25 ans. Et donc, depuis, évidemment, on a continué. On utilise l'IA très fortement dans les activités de recherche. On a un gros programme cette année pour développer plus encore ces activités-là. On utilise l'IA pour toutes les activités journalières de nos collaborateurs. Donc, on essaie vraiment de s'appuyer sur cette intelligence artificielle pour gagner en efficience, en vélocité. Oui. Si, il y a 15-20 ans, comme vous l'évoquez, on était si à la pointe, pourquoi est-ce que la Suisse a manqué le coche des langages larges, des grands modèles de langage, LLM, qui ont donné ChatGPT et autres Claude? Alors, de notre côté, la spécialité a toujours été, et le reste, d'être proche du hardware. Et donc, les applications qu'on a pu faire de tout ce qui est l'IA dans le passé se faisaient proches du hardware. Les solutions LLM que vous mentionnez, c'est toute une autre approche avec des moyens technologiques très différents, des serveurs, des applications purement software qui ne sont pas du tout dans notre domaine d'application. Donc le CSEM ne s'est jamais profilé dans ce type-là d'activité, raison pour laquelle on ne s'y est pas trouvé. Mais est-ce que ça veut dire que ces LLM quand même pourraient être utiles à ce qui sort du CSEM en développant des applications particulières? Très clairement. Et là, ce qu'on fait, c'est d'intégrer, par exemple, des LLM, mais dans des puces à ultra basse consommation. Donc, de trouver des applications toujours de niche, là où nos compétences sont les plus fortes, dans le domaine, par exemple, de l'électronique basse consommation, dans laquelle on intègre des solutions LLM. Tout ce qui est IA, ça veut dire quand même souvent beaucoup de mathématiques. Et, j'ai une question spéciale pour vous, d'un chroniqueur de la GIFI que vous connaissez, qui est président de Manufacture Thinking, un groupe de réflexion. Vous avez deviné son nom, c'est Xavier Comtesse. Il se demandait pourquoi est-ce que le CSM ne recruterait pas 20 mathématiciens. C'est ça qui permet de piloter, de concevoir de l'IA de haute performance. Alors, ce travail se fait déjà quelque part dans le domaine des EPF. Vous avez pu lire sur les développements du domaine des EPF avec les PFL, les PFZ qui ont développé Apertus. Ouais. Et ça, c'est typiquement une activité qui se fait à l'EPFL. Est-ce qu'on peut vraiment régater avec les Américains, avec ce genre Donc, l'idée mentionnée, elle est déjà implémentée. Ouais. Et ça nécessite des centaines de millions qui sont déjà investis pour faire tourner tout ça. C'est des centres de calcul qui sont au Tessin.
Donc là, c'est une activité qui est déjà lancée. Voilà. Mais il n'y a pas que des LLM à créer avec l'IA. Non, vraiment. Là, on a des tonnes de solutions qui sont déjà implémentées ou sur lesquelles on travaille dans le domaine de la santé digitale, dans le domaine du contrôle qualité en entreprise. Donc, pour nous, ces technologies sont déjà déployées depuis longtemps et on continue à les utiliser en utilisant, bien sûr, des nouvelles solutions qui sont maintenant présentes sur le marché. On est plutôt dans un mode où on utilise des briques qui existent pour trouver des solutions à des problèmes qu'on nous amène. Ça veut dire qu'évidemment, on regarde beaucoup les Américains, les acteurs américains, les géants américains. Il y a aussi quelques Chinois. Vous évoquiez Shanghai tout à l'heure. DeepSeek est un LLM chinois qui a fait beaucoup parler de lui l'an dernier. Pour la Suisse, cette course des LLM, elle est très compliquée. En revanche, à l'échelle d'un CSEM, là, on peut faire la différence avec une IA particulière. Alors, soit on utilise des modèles existants qu'on ajuste pour des besoins très spécifiques. Donc ça, on peut le faire. Mais ça veut dire qu'on ne maîtrise pas le cœur du modèle. Soit on développe des solutions très proches du hardware, comme on le fait nous, pour des besoins très spécifiques, LLM, très basse consommation, intégrés dans un chip. Et ça, nous, on peut le faire. Mais ce n'est pas du tout dans le mainstream de ce que peuvent développer Anthropic et autres OpenAI. Terminons par un autre sujet qui est comment le CSEM rayonne en dehors de Neuchâtel. Il y a 3 ans, une étude mandatée par le secrétariat d'État à la formation, à la recherche et à l'innovation pointait l'isolement du CSEM, qui était assez peu connu en Suisse alémanique. À votre arrivée, vous avez aussi dit que vous alliez y remédier. Avec quel résultat aujourd'hui ? Alors, je pense que ce n'était pas un isolement, puisque nous étions déjà très actifs en Suisse alémanique avec 4 sites. Et puisqu'on ça ne suffisait pas pour ça suffisait pas. Et c'est vrai, c'est clairement aussi un objectif qu'on s'était fixé avec le conseil d'administration. Ce qu'on a fait depuis, c'est notamment d'ouvrir un site à Berne, qui a connu beaucoup de succès, avec nos partenaires, l'Inselspital, l'Université de Berne. Et je pense que dans cette partie-là de la Suisse alémanique, le CSEM rayonne maintenant beaucoup plus qu'avant. Comment mesurer exactement ce succès à Berne ? Clairement, le nombre de professeurs qui font appel à nous, le nombre de projets que nous avons pu lancer avec des entreprises à Berne. Là, on a beaucoup plus d'activités aujourd'hui que nous en avions il y a 5 ans. On vient d'ouvrir le mois passé un site à Schwyz, là aussi pour servir le tissu industriel local qui est riche. On continue à développer les activités à Zurich. Donc, on a vraiment des grosses balles depuis longtemps, oui. On est aussi à Alkmaar, on est au Grison. Donc tous ces sites tournent bien et puis on essaye de développer maintenant principalement Berne, Zurich et puis la Suisse centrale. Est-ce qu'on peut dire que vous avez maintenant atteint une masse critique au CSEM ? C'était aussi une des choses que vous mentionnez à votre arrivée. Il faut qu'on ait une masse critique que vous n'aviez visiblement pas à l'époque. Est-ce qu'aujourd'hui ça l'est ? Je ne peux pas dire qu'on l'ait atteinte, mais en tout cas on progresse dans la bonne direction. C'est quoi la masse critique, alors ? Pour moi, la masse critique, c'est d'être, et c'est le cas maintenant, c'est d'être systématiquement invité quand il s'agit de discuter de sujets de politique, scientifique ou d'innovation. On est beaucoup plus souvent invité à Berne pour parler de ces sujets-là qu'on l'était il y a quelques années. Et puis, il faut pour ça continuer de fournir du bon travail, d'un côté, et de l'autre, d'augmenter encore notre réseau, que ce soit politique, local, avec les cantons, mais aussi avec la Confédération, ce qu'on fait régulièrement. Donc, ce n'est pas de doubler la taille des effectifs, votre objectif ? Non, on n'a pas d'objectif qui soit... Vous êtes proche soit... de ce qui serait optimal ? Un peu plus de 600 Pour personnes. moi, il n'y a pas d'optimum dans le sens où, tant qu'on arrive à servir les clients que nous arrivons à trouver et que nous le faisons bien, ce qui est, j'espère, le cas, eh bien, ça nous permet de nous développer. Et puis, pour autant que le tissu industriel suisse reste vigoureux, ce qu'on espère, eh bien, on va continuer à bien le servir. Merci, Alexandre Pochard, d'être venu dans B2B. On a presque fini avec vous, mais il vous reste encore le questionnaire de Proust. Quel est votre principal défaut ? Je pense que si vous posiez la question à ma femme, elle dirait que je suis un peu têtu. Quel conseil donneriez-vous à quelqu'un qui crée son entreprise ? Vas-y. Quelle devise vous répétez-vous chaque jour ? Life is good. C'était un des messages qu'un de mes collègues en Californie écrivait dans chacun de ses mails. Il finissait toujours ses mails par Life is good. B2B avec Business de Net Plus. Téléphonie fixe, mobile et Internet pour les professionnels. La proximité d'un réseau local. business.netplus.ch